Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait des premières neiges qui vont permettre de rechausser les skis dès les vacances de Toussaint, du festival du film pour enfants qui maintient son édition 2020 et d'un nouveau support de com pour le tourisme grenoblois. Et pour parler de ces sujets, je reçois Myriam Teodorescu. Bonjour Myriam. Bonjour Thibaut. Organisatrice du festival du film pour enfants qui aura lieu sur l'agglomération grenobloise du 19 au 31 octobre. À côté de vous, Yves Exbraya. Bonjour Yves. Bonjour Thibaut. Directeur de l'Office du tourisme de Grenoble-Alpes Métropole. Là aussi, on englobe toute l'agglomération grenobloise. Et puis en face de vous, un collègue, on peut le présenter comme ça, Éric Boucher. Bonjour Éric. Bonjour Thibaut. Vous êtes vous aussi directeur d'un office de tourisme, lui des Deux Alpes dans l'Oisans, une des grandes stations françaises qui sera la première à rouvrir ses pistes au public à partir de ce samedi. On se souvient que la fermeture des Deux Alpes et des autres stations françaises avait été un petit peu brutale en mars dernier. Ah oui, ça avait été un vrai coup de tonnerre. Il faut imaginer pour nos clients qui étaient arrivés, pas loin de 17 000 clients qui étaient arrivés le samedi soir, et puis le dimanche matin, on leur a dit... c'est fini. C'est fini, on ferme, faut repartir. Il faut quand même noter que ça s'était très très bien passé, les gens avaient été extrêmement compréhensifs, les professionnels s'étaient très bien mobilisés, on avait pu accompagner et je pense que c'était remarquable en matière de conscience à la fois professionnelle pour nos sociopros et puis de conscience citoyenne pour les gens qui sont repartis en n'ayant quasiment rien vu de la station. Alors que les conditions, en plus, en mars dernier, étaient quand même plutôt propices à une pratique du ski. Financièrement, ça a été un écueil à gérer, cette fin de saison prématurée ? Ah oui, pour une multitude de saisonniers, d'employeurs, d'employés, ça a été une fin de saison qui s'est terminée d'une manière très difficile, très douloureuse. Il faut imaginer des couples qui vivent du ski pendant la saison d'hiver et qui se sont retrouvés avec une absence complète de revenus. Donc ça a été très dur socialement. Il a fallu prendre en charge pas mal de gens. Il y a eu des aides qui ont été distribuées. Les restaurateurs ont distribué aussi de quoi parfois manger à des gens qui étaient en difficulté. Ensuite, l'été a permis de remonter un peu la pente. Ça a été un bel été, comme chacun sait. Mais ça n'a pas compensé, donc il va falloir sauver l'hiver. Ouais, la montagne a finalement été une destination refuge pour beaucoup de Français pendant les mois de juillet et août. Aux Deux Alpes aussi, il y a eu un regain d'activité, notamment, j'imagine, sur les sports de pleine nature. Oui, on a fait une très très belle saison d'été. D'abord parce qu'on a pu annoncer très tôt, et ça c'était une vraie preuve de volontarisme à un certain moment, on a pu annoncer qu'on ouvrait dès le 6 juin. Ce qui n'était pas gagné compte tenu du contexte actuel. Il fallait s'assurer qu'on était en capacité à assurer la sécurité sanitaire de tous les gens qu'on allait accueillir. On a fait la preuve pendant tout l'été qu'on était une destination attractive, mais aussi qu'on savait gérer une situation sanitaire difficile à gérer par elle-même, avec, comme dans toutes les destinations, des cas qu'on a constatés, qu'il a fallu traiter, isoler, etc. Donc on est très content de la saison d'été. Il n'empêche que maintenant, on est entièrement orienté vers la saison d'hiver parce que quasiment l'avenir d'un centre de socioprofessionnels en dépend. Oui, parce que même si l'été a bien marché, avec notamment un envie de nature de beaucoup de touristes, ça reste minoritaire dans le chiffre d'affaires d'une station comme les Deux Alpes, les 2 mois d'été. Oui, aux Deux Alpes, l'été représente entre 20 et 25% de l'activité annuelle. Et pour un certain nombre de professions, et notamment des saisonniers, c'est une saison à part entière. Donc, elle était importante. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est vraiment nous projeter dans l'été. On ouvre à la Toussaint, on a cette chance-là. Il faudra qu'on fasse un sans faute, de manière à ce que cet hiver, on puisse ouvrir dans de très bonnes conditions. Justement, comment ça va se passer concrètement cet hiver pour les gens qui vont venir skier aux Deux Alpes ou ailleurs? Vous savez déjà un peu comment ça va s'organiser? Alors, on ne connaît pas le contexte évidemment sanitaire, et ce qu'on sait, c'est que l'on va devoir s'adapter en permanence. Donc toutes les équipes sont mobilisées pour être ce qu'on appelle agiles en matière de décision.
Donc, il y a toute une mobilisation avec des cellules de crise, des cellules d'information, un ensemble de supports d'information pour les acteurs locaux, de manière à relayer les informations qui arriveront en cours de saison. Et puis, il faut noter qu'en début de saison, et c'est encore le cas maintenant, il y a eu d'abord un gros travail fait par France Montagne, DSF, le Syndicat national des moniteurs de ski français et la NMSM, qui ont travaillé sur une plateforme de propositions qui a été transmise aux autorités, aux préfets, qui détermine finalement les conditions d'accueil des touristes cet hiver. Et en parallèle, il y a un deuxième travail qui est fait par l'Association nationale des maires de stations de montagne, avec les préfets toujours, pour proposer un certain nombre de dispositifs qui nous permettraient de faire face à l'apparition d'un cas Covid, par exemple, en station, pour qu'on puisse le détecter très vite, le tester et savoir ensuite quelles sont les dispositions à prendre. Donc, tout ce travail, il est en train d'être mis en place. Évidemment, il évolue en fonction de la situation sanitaire du pays. Et aux Deux-Alpes, on va avoir, j'allais dire, à la fois la chance, l'honneur et puis la charge de tester un petit peu ce dispositif pendant les 15 jours qui viennent, puisque l'ouverture va nous permettre de tester un certain nombre de dispositifs. Et je vais en citer un, par exemple, c'est aujourd'hui, la réglementation impose le port du masque chirurgical dans les transports. Comment ces masques vont résister à des conditions hivernales ? Comment est-ce que ces masques vont évoluer au cours de la journée ? Est-ce qu'ils sont toujours utilisables ou pas ? Ce sont tous des dispositifs qu'on va tester et qu'on verra ensuite avec les autorités comment y faire face. Et puis, un autre paramètre aussi sur cette saison, c'est les animations nocturnes. Les discothèques, a priori, seront fermées un peu partout en France jusqu'au printemps prochain. C'est ce qui a été annoncé. Les bars et les restaurants sont un peu en sursis pour attirer la clientèle. Ça aussi, j'imagine que c'est un handicap. Alors, c'est un handicap. On a fait la preuve cet été qu'on était capable à la fois de concilier les grands espaces, l'air pur, l'évasion et le respect des gestes barrières. Il faut qu'on continue cet hiver, évidemment. Alors, ça impose certaines limitations à certains moments, effectivement. La vie nocturne, qui, Dieu sait combien elle est importante aux Deux-Alpes et combien elle fait partie de la culture locale. On se doit aujourd'hui d'encadrer. Tous les bars, tous les restaurants sont très mobilisés sur la question. Ils savent que, de ce point de vue-là, tant le maire des Deux-Alpes que le préfet sera intraitable. Aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude, dans le sens où on l'a fait cet été. Donc, on va le poursuivre. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, entre les conditions de neige que l'on va avoir là, sur la Toussaint et puis les mesures qui vont être prises, il y a de quoi passer de très très bonnes vacances de la Toussaint aux Deux-Alpes. Bon, la bonne nouvelle, vous l'avez dit, c'est que la station va ouvrir dès ce week-end grâce à ce glacier que l'on voit. C'est une des rares stations en Europe à posséder un glacier aussi vaste qui permet la pratique du ski, notamment à l'automne. C'est un atout important pour la station. Il fait quelle superficie ce glacier ? Je n'ai pas exactement la superficie en tête, mais il y a de quoi vraiment satisfaire la totalité des types de ski. Ce qu'il faut bien comprendre pour nous, c'est qu'il est important d'ouvrir à l'automne parce que ça nous permet, ça nous engage même à travailler le manteau neigeux tout au long de l'été et ensuite à l'automne. Et c'est la maîtrise de ce manteau neigeux qui permet d'éviter la fonte de la glace qui est dessous. Donc savoir qu'on peut ouvrir, ça veut dire, comme on le voit sur les images, avec un certain nombre de dispositifs qui permet de maîtriser la neige, de la conserver. Aujourd'hui, on est à environ 1 mètre de neige sur le glacier, ce qui veut dire qu'il y a 1 mètre de neige aujourd'hui qui protège la glace qui est dessous. Il n'y a rien de pire pour le glacier que de stopper cet entretien du manteau neigeux qui, du coup, met la glace à l'air libre, le met en contact avec le rayonnement solaire et du coup fait fondre le glacier. Là, on le voit, ce sont des images toutes fraîches qui ont été tournées il y a quelques jours, donc à plus de 3000 mètres d'altitude. On se croit en plein hiver avec de la bonne poudreuse. Oui, exactement. Vraiment, la neige est bonne. On y était il y a encore pas très longtemps. On est allé voir les conditions. Demain, on a une commission de sécurité. On va pouvoir profiter du glacier avant tout le monde. C'est vraiment des belles conditions hivernales. On a vu le temps qui s'est rafraîchi ces derniers jours avec quelques chutes de neige. Là, je descendais des Deux-Alpes, c'est tout blanc. Donc les conditions sont très bonnes et vraiment on se prépare de très très bonnes vacances de Toussaint. On pourra skier sur quelle partie du domaine ? Uniquement la partie glaciaire ? Oui, uniquement la partie glaciaire, entre 3002 et 3006, parce qu'on concentre nos efforts sur cette partie-là. Il y a une multitude de clubs, d'équipes nationales qui viennent s'entraîner. Le snowpark est ouvert. La plupart des pistes qui concernent la partie sommitale sont ouvertes. Et on se laisse le temps ensuite de préparer la deuxième partie de domaine skiable
dès que les chutes de neige sont suffisantes sur la partie basse. Oui, puisque la station est ouverte 15 jours, elle refermera après les vacances, et puis vous réouvrirez au mois de décembre pour le lancement de la saison. Voilà, exactement, le 28 novembre dans ce cas-là. C'est un test, hein, vous le disiez, 15 jours, les professionnels, peut-être les autorités aussi vont avoir un peu les yeux braqués sur les deux Alpes pour voir comment ça peut se passer. Clairement, et il faut comprendre que c'est un vrai partenariat aujourd'hui avec les autorités, avec le préfet. C'est-à-dire qu'on a proposé un certain nombre de dispositifs, il en a imposé un certain nombre, on va les mettre en œuvre et on en tirera les conclusions. L'objectif étant pour, tant les autorités que nous, hein, c'est vraiment à la fois de permettre de passer de bonnes vacances. Le président Macron, hier, a fait un éloge des vacances à la Toussaint et on leur remercie. Donc, il y a eu un effet ? Est-ce qu'il y a eu un effet sur les réservations ? On verra bien dans les jours qui viennent. Mais effectivement, c'est important et je pense que pour les gens qui sont dans des situations très compliquées aujourd'hui dans des centres-villes, de pouvoir s'aérer à l'occasion des week-ends ou à l'occasion des semaines. Mais on se doit absolument de garantir et de jouer notre rôle dans la lutte contre la pandémie. Donc, comme je l'ai dit, il y a une multitude de mesures qui sont mises en œuvre. Et on va les mesurer. Les autorités vont regarder comment ça se passe, nous aussi évidemment, et puis on fera un bilan en fin de semaine de manière à réajuster certains éléments. Allez, un dernier petit mot sur l'avenir des deux Alpes. La gestion du domaine skiable a été reprise par la Société d'aménagement de l'Alpe d'Huez, hein, la station voisine et un peu concurrente aussi. Donc les deux stations seront gérées par la même structure désormais. Ça va changer quoi ? Alors, c'est principalement, on peut même ajouter la Grave dans le dispositif. Les trois grandes stations de Loisan sont maintenant sous un même chapeau. Voilà, l'idée c'est de créer une vraie dynamique locale et territoriale, avec un opérateur qui coiffe, comme vous le disiez, les deux Alpes, l'Alpe d'Huez et la Grave, d'avoir une dynamique à l'échelle de ces trois stations pour exister sur le plan international. Il y a une multitude de collaborations qui vont être développées d'un point de vue événementiel, d'un point de vue technique d'entretien, mobilisation des équipes, etc. Et on est vraiment dans un projet qui vise à mettre l'ensemble des domaines skiables au service du territoire et de ses habitants. La liaison évoquée par câble entre l'Alpe d'Huez et les deux Alpes, j'imagine qu'elle va être favorisée par ce rapprochement des deux stations ? Oui, on l'espère. En tout cas, toutes les conditions aujourd'hui sont réunies. Il y en a un certain nombre qu'on doit encore lever. Notamment, on doit faire la preuve que ces équipements n'auront pas d'incidence sur notamment l'impact environnemental. Oui, parce que c'est une ligne très longue, en kilomètres, qui descend dans la vallée, qui remonte, là on le voit sur cette simulation, sur le domaine skiable des deux Alpes. Et ce qu'on est en train de voir au travers des études, c'est que c'est aussi le moyen, et c'est un des objets de cette liaison, c'est de supprimer au maximum tous les déplacements interstations en voiture. Donc on a déjà la chance aux deux Alpes d'avoir un ascenseur valléen qui permet de monter de Vénosque aux deux Alpes. Il y a maintenant l'ascenseur valléen qui permet de monter d'Almont vers Ozan-Loisan et l'Alpe d'Huez. Et en maillant comme ça le territoire, c'est-à-dire que d'Almont jusqu'à la Grave, on pourra circuler à l'intérieur de ce territoire sans jamais utiliser sa voiture. Bon, ça, il faut attendre encore quelques années. Je crois que c'est 2024, a priori, les premières dates qui peuvent être données par les responsables politiques. Voilà. Yves, est-ce qu'on peut acheter son forfait des deux Alpes à l'Office de tourisme de Grenoble ? Oui, enfin. Ah oui, enfin. Oui. On en a pas mal Merci, discuté avec Eric. C'est vrai que les deux Alpes manquaient à notre dispositif parce qu'on ne trouvait pas d'accord avec le précédent exploitant, mais avec la SATA, ça s'est toujours fort bien passé puisqu'on vend les forfaits d'Alpe d'Huez depuis un moment. Donc voilà, les deux Alpes et le Collet d'Alva rejoignent l'Office de tourisme pour la vente des forfaits. Et du coup, on peut dire je pense qu'on a toutes les stations de l'Isère pour lesquelles on peut vendre les forfaits à l'Office de tourisme à Grenoble. Ce qui est très, très important pour notre lien ville-montagne. C'est très important pour les Grenoblois qui vont pouvoir aller skier sans passer par les caisses puisqu'ils passeront directement sur les portiques. Donc, c'est vraiment totalement un système gagnant-gagnant. Et on fera le lancement de ces forfaits, le lancement des saisons d'hiver, comme on le fait tous les ans. Et là, on va le faire au musée. Je crois que la date qu'on a retenue, je crois que c'est le 7 décembre. Donc, on attend que toutes les stations viennent nous voir et on refera une focale là-dessus. Avec plaisir. Donc, l'OT qui propose donc les forfaits de l'ensemble des stations de l'Isère, ça conforte le statut de camp de base que Grenoble essaye de cultiver depuis quelques années. Oui, absolument. Et ça, c'en est un symbole. La vente des forfaits, effectivement, ça conforte ce lien. Grenoble, quand on dit que c'est le camp de base de toutes les activités outdoor, mais on vit aussi dans un camp de base. C'est-à-dire que le camp de base, c'est pas simplement l'endroit d'où on part pour s'en éloigner. C'est aussi un endroit où on vit. Il y a une activité culturelle
culturelle, gastronomique. Il y a une vie de ville qui peut compléter une offre de territoire beaucoup plus globale. Et c'est un petit peu ce qu'on recherche avec ce magazine, et donc qu'on cherche à démontrer. Grenoble, c'est, je crois, la seule métropole française entourée de montagnes et qui peut offrir des activités dans la même journée, urbaines et rurales et montagnes. Vous sortez ce qu'on appelle un magazine de destination, Grenoble-Alpes-Camp de Base. Alors, ce n'est pas un prospectus publicitaire. Pas du tout. C'est pas une brochure. Voilà, c'est pas une brochure. C'est un magazine, c'est pour donner envie. Et pour donner envie, ça veut dire qu'il faut traiter des actus, il faut traiter des dossiers, il faut montrer des expériences, il faut mettre en lumière des gens qui font le territoire. Et donc, c'est un parti pris éditorial, c'est un magazine, donc on ne traite pas de tout. On traite d'un certain nombre de sujets qui soient urbains, avec notamment le street art, des sujets qui soient culturels, mais aussi des sujets outdoor, et plus le shopping en ville. Enfin, c'est un ensemble de choses, et on travaille beaucoup avec nos territoires voisins pour ça. Et aussi le territoire métropolitain pour des activités de pleine nature, puisqu'il y a énormément de circuits de trail, de VTT, au sein même de la métropole, qui compte 49 communes, dont pas mal de communes rurales. Alors, qui compte même une station de ski avec le col de Porte, qui fait partie... Et le Sapet, administrativement de la métropole. Alors, effectivement, pour ce numéro, on retrouve les bulles en une. C'est incontournable, c'est vraiment le vecteur de communication. Oui et non, parce qu'effectivement, on a voulu absolument montrer les bulles, sauf qu'on n'a aucun article sur les bulles. On s'est dit, cette année, on prend d'autres sujets, on ne traite pas de la Bastille, on en parle tout le temps. Donc là, effectivement, cette fois-ci, on ne parle pas de la Bastille, on ne parle pas du musée de Grenoble, qui sont nos deux emblèmes métropolitains. En revanche, on parle des circuits, on parle du festival de street art, on parle du shopping, on parle de gastronomie, avec la mise en lumière d'un restaurant, parmi d'autres, on parlera d'autres après, puis on a un certain nombre d'actus. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement de montrer toutes les pépites d'une métropole exceptionnelle, puisqu'elle est vraiment nichée dans un écrin, comme il n'y en a pas d'autres. Et pour nous, le parti pris, c'était de mettre tout ça en lumière à travers des sujets qu'on a choisis en fonction de leur intérêt pour un public large. Bon, si je vous parle des bulles de la Bastille, c'est qu'elles étaient à l'honneur, entre autres, il y a quelques semaines, au moment du passage du Tour de France. Elles se sont fait remarquer dans le monde entier, et j'imagine que ça a pu avoir un impact, avec cette petite mise en scène de cyclistes, un impact sur Grenoble. Il y a eu un effet Tour de France avec le passage en septembre, Yves, sur l'agglomération ? Oui, alors évidemment, l'effet Tour de France au mois de juillet, c'est pas la même chose. Oui. On a eu beaucoup de monde quand même à Grenoble, et notamment sur le village départ. Après, c'est vrai qu'il y avait des animations comme celle-ci qui étaient tout à fait remarquables et qui ont été vraiment vues par énormément de monde, sauf les coureurs. Vous voyez, il n'y en a pas un qui a levé la tête. Oui, c'est vrai. Mais sinon, tout le monde, et ça a été énormément relayé dans la presse et sur les réseaux sociaux. Donc c'est important pour nous de montrer que Grenoble, c'est aussi la ville la plus plate de France, mais avec une montagne dans cette ville. Et puis, comme vous le disiez, on peut y pratiquer différentes activités. Il y a le ski de rando aussi. Hein. J'ai trouvé quelques itinéraires de sortie dans ce magazine. J'ai même commis cet article. Je ne sais pas, j'ai peut-être choisi au hasard. Il m'arrive de faire des piges aussi. C'est le directeur lui-même qui écrit. J'aime écrire. Donc, pour le coup, cet article-là, c'est moi qui l'ai fait. Parce que moi, j'aime parler de la Grenoble-attitude par rapport à la montagne. Quand on est grenoblois, et surtout néo-grenoblois d'ailleurs, on est capable de vivre sa vie de travailleur à Grenoble tout en ayant skié dans la journée, soit avant le boulot, c'est ce qu'on appelle l'avant-taf, soit après le boulot, soit quelquefois entre midi et deux, parce que c'est possible. Se faire un petit cham chaude en partant vite fait du bureau à midi et en venant à 15h, ni vu ni connu, entre 14 et 15, c'est possible. Et aller faire une rando sur l'itinéraire qu'on décrit là, qui est à Champs-Rousses, en partant de Bachaboulou jusqu'à la Croix, manger une fondue et redescendre sur les pistes éclairées le soir, c'est possible. Et puis, quelquefois, quand on a trois bons temps dans la journée, on fait matin, midi et soir. Magazine Grenoble-Alpes-Camp de Base, disponible gratuitement. Comment ça, on peut le Oui, alors, il ne va pas être distribué si largement que ça. Il y en a 20 à 25 000 exemplaires. C'est vraiment pour les portes d'entrée. Ce magazine est destiné à faire venir du monde. Donc, effectivement, il sera disponible à l'Office de tourisme, probablement dans les autres offices de tourisme, aux Deux-Alpes, avec grand plaisir. Dans les portes d'entrée, que sont les hôtels, mais aussi, il est très prévu pour des salons internationaux, puisqu'il est bilingue. Bon, les salons, cette année, c'est un
un peu plus compliqué, mais le magazine, il a 1 an de vie, donc j'espère bien qu'on pourra retourner à l'étranger. Mais il est aussi destiné aux entreprises qui ont des délégations qui viennent, aussi des entreprises qui ont des clients à l'étranger pour vraiment aller porter en tant qu'ambassadeur la parole de Grenoble. Mais oui, il sera dans nos offices de tourisme voisins, évidemment. Je crois que c'est important de diffuser, alors pas librement à tout le monde comme ça, on ne veut pas gâcher du papier, mais partout où c'est pertinent. Donc en gare, en aéroport, dans les hôtels et dans les offices et des lieux, et des lieux, des points forts touristiques. Et on avait au passage des photos du collectif Divertissime qui font partie de ce magazine, qui savent magnifier notre territoire. Et ils seront les invités prochainement de cette émission pour la sortie d'un autre livre qu'ils vont publier aux éditions Glénat. Il a été présenté cette semaine, ce magazine, à l'occasion d'un workshop sur le tourisme d'affaires. Ouais. Ça aussi, c'est un secteur important pour Grenoble. J'imagine que le secteur, en ce moment, est un peu dans le flou, dans l'incertitude. Dans l'incertitude, plus que dans l'incertitude. Disons que le tourisme d'affaires, aujourd'hui, vous savez, c'est 70% des nuitées à Grenoble. C'est-à-dire que le tourisme à Grenoble, c'est avant tout les affaires. Avant tout les affaires. Donc cet été, ce qu'on appelle les affaires, c'est les salons, les colloques, les congrès. Les congrès, les réunions d'affaires. Enfin, effectivement, c'est pas les clientèles vacanciers. Et cette année, on a eu nos vacanciers français. Ils sont bien tous venus. Ils sont d'ailleurs beaucoup allés sur les territoires voisins. Et là, on n'a pas trop souffert cet été, pour le coup, parce qu'il n'y a pas de tourisme d'affaires en été. C'est pas là où Grenoble est le plus vivace en matière d'afflux de clientèle étrangère. En revanche, aujourd'hui, sur 2020, enfin la deuxième moitié de 2020 et même printemps 2021, c'est 80% du tourisme d'affaires qui a été reporté et voire annulé. On n'a pas eu Montagne Planète, on a eu par chance, et je ne sais pas comment on est passé à travers les mailles, le congrès des domaines skiables de France, qui devait être à Saint-Étienne, et il a été sauvé sur Grenoble. Mais à part ça, je veux dire, on a très peu de tourisme d'affaires. Ce qui veut dire que toute la filière est en difficulté, et notamment les métiers de l'événementiel souffrent énormément en ce moment. Pour ça, nous, on a un workshop qu'on organise tous les 2 ans. Il avait lieu normalement en juin, ça n'a pas été possible. On l'a maintenu, mais jusqu'à la veille, on ne savait pas si on allait pouvoir le maintenir. Donc, il devait se tenir au musée et ça n'a pas été possible. Il s'est tenu à Alpexpo, mais avec les directives gouvernementales et les arrêtés préfectoraux qui disaient pas plus de 30 personnes dans un établissement type L. C'en est un. Bon, de dérogation en négociation. C'est vrai qu'on est arrivé à mettre 100 personnes dans un amphi qui en fait 500. Donc là, on était vraiment sécure. Mais c'était très compliqué, rien que d'organiser ça. Mais on peut dire que les acteurs de cette filière étaient très contents de se retrouver. On avait du monde et je crois que c'est des moments où on a besoin de montrer à la filière qu'on est là, qu'on est en soutien et puis il ne faut pas baisser les bras. C'est difficile pour tout le monde. Ça repartira bien et on est prêt, nous, à accompagner tous les acteurs du tourisme d'affaires pour dès que ce sera possible, quoi. On est là. On est là et on fédère les acteurs. Bon, pas facile, effectivement, en ce moment, d'organiser des événements, de faire des prévisions sur l'avenir, mais il y a quand même des organisateurs qui résistent au Covid, au couvre-feu, et notamment le Festival du film pour enfants. Myriam, dont vous gérez l'organisation. Par chance, c'est un événement qui va se dérouler en journée, donc qui passe pour l'instant en dessous des restrictions. Et oui, il s'adresse aux enfants. Donc les enfants viennent au cinéma en journée. Donc effectivement, oui, on a eu à cœur de maintenir le festival parce que c'est le cœur de notre métier et qu'il ne faut pas baisser les bras, quoi. Donc voilà. Et puis c'est un événement qui est installé depuis longtemps c'est la 22e sur l'agglomération grenobloise. Ça se passe entre Visil et Villarbonneau, deux pôles de l'agglo. Et c'est un rendez-vous très couru chaque année par les parents et les enfants. Tout à fait, et même les grands-parents. Et même les grands-parents. Oui, tout à fait. L'année dernière, on a fait 17 000 entrées entre Visil et Villarbonneau sur 10 jours. Donc c'est le festival de cinéma le plus important en termes de fréquentation d'Isère. Avec une programmation éclectique, c'est les enfants, mais du plus jeune âge aux jeunes adultes. Moi, j'aime bien dire de 3 à 103 ans. Ah oui. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Oui, c'est toujours, on a toujours la même formule, c'est-à-dire un cœur de festival qui est donc la compétition, qui est, c'est 10 films qui ont été choisis dans un thème. Cette année, le thème, c'est « Rêvons la vie ». Voilà.
Je tiens à préciser qu'on l'a choisi avant le Covid. Vous étiez bien inspiré. Voilà. Et donc, on a un jury d'enfants de 8 à 12 ans qui voit ces 10 films et qui va décerner 2 prix. Le prix du jury et le grand prix. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur du festival, la compétition. Évidemment, on a les films d'actualité, donc ceux qui sortent en ce moment. Et cette année, donc on a la sélection pour les tout petits qu'on a maintenue. Voilà, ça c'est les 3 sélections qu'on a pu maintenir. Et les sélections qu'on avait les années précédentes pour les ados n'ont pas pu être maintenues parce qu'on est passé de 2 salles à Visil cette année. Normalement, on en a 4. À Villers-Arbonneau, ils en ont 2 et ils ont gardé les 2. Avec des jauges plus réduites, j'imagine. Voilà, avec des jauges plus réduites. Donc, ça veut dire aussi on a moins de place, donc moins de films, moins de séances. Voilà. Et puis des réservations conseillées ou obligatoires? Très conseillé. Très conseillé. Très conseillé. Alors, parmi les films hors compétition, mais qui seront des moments importants, je pense, et attendus du jeune public, on peut parler de Calamity, qui est un dessin animé sur la célèbre Calamity Jane. Tout à fait. Donc, c'est le 2e film de Rémi Chaillet, qui avait fait Tout en haut du monde, donc avec ce graphisme magnifique. Et effectivement, c'est un film très attendu parce qu'on a tous envie de connaître l'histoire de Calamity Jane, tout simplement. Et beaucoup de couleurs, et puis un film français. Donc ça va être c'est une belle aventure, quoi. Voilà, c'est un joli film. Voilà, Calamity, un des films d'animation de cette rentrée. Dans un autre genre, il y aura le dernier film de Nicolas Vanier. Il avait fait un carton avec Donne-moi des ailes l'an dernier. Il revient avec un petit poney, Polly, qu'on a aussi connu dans d'autres générations. Oui, tout à fait. Nicolas Vanier, on l'attend tous. Je veux dire, Belle et Sébastien était aussi un grand rendez-vous du festival. Donne-moi des ailes l'année dernière, c'était aussi. Il avait eu d'ailleurs le prix du public l'année dernière, donc forcément on l'accueille avec grand plaisir et c'est une jolie histoire là aussi d'une petite fille qui se prend d'amour pour un poney maltraité. Mais c'est drôle là avec effectivement le couple de gendarmes, il nous fait bien rire. Les faux airs des gendarmes de Saint-Tropez. Voilà, c'est ça. Et c'est tendre, c'est vraiment chouette, quoi. C'est un joli film. Ouais. On a Polly qui sera donc présenté en avant-première. Alors on a eu l'avant-première au Jeu de Paume déjà début du mois, et là c'est la sortie nationale. Voilà. Bon. Autre film qui sera présenté, Petit Vampire, film d'animation français également, celui-ci. Oui, tout à fait. Donc on retrouve l'univers de Johannes Farr qui avait déjà adapté le Chat du rabbin, et donc là qui a adapté le Petit Vampire, la célèbre BD, et qui est je regarde les images en même temps parce que voilà. On est vite pris par l'univers. C'est Petit Vampire. Alors c'est bien parce qu'il y a petit, on se fait un petit peu peur, mais finalement c'est doux et tendre aussi. La particularité de vos 2 sites, Villers-Arbonneau et Visil, c'est qu'avant il y avait 2 festivals qui se sont regroupés il y a quelques années pour être plus forts sur l'agglomération. Visil est en zone couvre-feu. Villers-Arbonneau, même si c'est proche de l'agglomération grenobloise, administrativement ne l'est pas. Ça va changer quelque chose dans le fonctionnement du festival? Pour le festival, non, parce que cette année, on n'a pas de séance en soirée. Les années précédentes, oui, puisqu'on avait des sélections pour les plus grands et les adultes. Cette année, toutes les séances se font en journée. Donc, elles pourront se faire dans les deux, voilà, dans les deux sites. Et on peut voir les mêmes films dans les 2 salles de cinéma. Tout à fait. Allez, un dernier pour la route parmi la sélection. Celui-là, il s'appelle Peuple du Loup. Le Peuple Loup, ouais. Peuple Loup, pardon. Le Peuple Loup. Voilà, le loup qui est très présent dans nos montagnes, pas forcément sous forme de film d'animation, mais ça fera peut-être écho aussi à ça. La diversité aussi des films d'animation, ça fait partie de
la palette que vous proposez dans le cadre de ce festival. Oui, tout à fait. En fait, déjà, on aime partager l'actualité, mais on a une démarche festivalière, c'est-à-dire faire découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément, sur lesquelles on ne serait pas allé forcément en premier. Donc c'est important même d'aller chercher quelque chose qui est peut-être plus à essai ou plus ou avec des sujets qui sont peut-être pas faciles à traiter ou des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Voilà. Donc c'est notre démarche effectivement de pouvoir proposer aux enfants, aux parents et aux adultes de voir des choses différentes aussi. Allez, c'est du 19 octobre au 31 octobre à Visil et Villarbonneau, l'espace Aragon. Grenoble, Camp de Base, c'est toute l'année, toute la vie, tous les siècles. Et puis l'ouverture des Deux Alpes, c'est ce week-end, il faut en profiter, puisque sur ces images qu'on a vues, la neige a l'air très bonne. Merci à tous les trois. Nous, on se retrouve demain pour vivre d'autres aventures sur ce plateau. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.